Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup à nos deux invités d'honneur que vous pouvez de nouveau applaudir. Laurence Toubiana, aujourd'hui vous dirigez le Fonds européen pour le climat et Aurélien Barraud, vous êtes toujours professeur astrophysicien. Tous deux, vous êtes des acteurs visionnaires qui pensent le monde de demain, mais aussi des lanceurs d'alerte afin de nous faire prendre conscience quel monde nous allons laisser à nos enfants. Alors les accords de Paris, on le sait, ils ont une deadline à la fin du siècle, donc d'ici 2100. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, de savoir, et ce qui intéresse notamment les entrepreneurs dans la salle, c'est ce qui va se passer d'ici 10 ans. Quelles décisions devraient prendre actuellement les entrepreneurs dans les prochaines années pour avancer et pour être en phase avec les objectifs du développement durable des Nations Unies et les besoins urgents de transformation écologique et sociale? Que peut et doit faire notre génération pour agir et avancer? Quelle est notre responsabilité d'ici 2030 afin de déclencher un impact positif, comme on aime ici? Et surtout, que devons-nous faire pour être sur la bonne voie, sans tomber bien évidemment dans l'utopie, et être cohérent avec la réalité actuelle du monde économique? Alors je vais commencer par vous, Laurence Toubiana, et ce sera la même question pour Aurélien Barraud ensuite. Vous êtes des penseurs qui pensaient au monde d'après pour les 100 prochaines années, mais nous on vous demande actuellement aujourd'hui de penser sur 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces 10 prochaines années soient des années gagnées et non des années de perdues, concrètement? Merci de l'invitation d'abord, et je suis heureuse d'être là et de voir autant de jeunes visages, c'est très encourageant quand même. Après, on voit les uns et les autres qui sont engagés dans la question de la transition écologique, que c'est à la fois un très long travail et beaucoup trop lent. Donc je suis heureuse que votre devise, ça soit accéléré, parce que c'est vraiment le moment. Pour pas que ce soit 10 années de perdu, il faut exactement arrêter de ce qu'on fait maintenant. Parce que si on continue, et c'est ce qui m'inquiète quand j'écoute le Premier ministre, par exemple, parler d'écologie positive contre l'écologie qui serait, je sais pas quoi, négative, on voit pas bien laquelle d'ailleurs. L'idée qu'on peut continuer comme avant en faisant des ajustements à la marge ou progressifs, ça c'est perdre encore 10 ans. Et il se trouve qu'à force de perdre 10 ans, on est maintenant devant un mur. Vous le connaissez, ce mur, hein, c'est pas 2100. Il est maintenant, il est à 2020, 2030, 2040, 2050. Avec ce réchauffement climatique qui s'accélère, qui se voit, qui s'observe. Il n'y a qu'à regarder la Californie, encore une fois, encore cet été, les inondations en Inde, encore une fois. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et c'est pour ça que ces décisions, comme vous le disiez tout à l'heure, les décisions de cette semaine, de la semaine prochaine, sont tellement importantes parce qu'on n'aura pas encore 100 milliards à mettre en France, y compris d'ailleurs avec les fonds européens, dans quelque chose qui vaille la peine. On n'aura pas l'argent, on se sera endetté. Et cette dette qui, d'une manière ou d'une autre, on va la repayer d'une façon ou d'une autre, on ne pourra plus l'investir dans ce qu'il faut. Donc c'est très important, les jours qui viennent, de faire entendre la voix qui disent on ne peut pas faire comme avant. C'est très important, mais on ne l'entend pas encore assez fort. Donc ne pas perdre 10 ans, c'est crier très fort aujourd'hui. On ne peut pas dépenser cet argent en faisant des ajustements à la marge, en mettant un peu de transition écologique dans beaucoup on continue comme avant, dans les structures économiques, dans l'automobile, dans l'aéronautique, et j'en passe. Alors on sait ce qu'on doit faire. Quand j'entends des entreprises dire on ne sait pas comment on peut faire la transition écologique, ça va quand même, hein, ça va quand même. Il y a eu suffisamment d'avertissements de la communauté scientifique, de réflexion des uns et des autres, et certainement parmi vous, pour dire voilà à peu près le chemin, donc allez-y. Donc on ne peut plus continuer à accepter le fait de dire on ne sait pas ce qu'il y a à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est simplement qu'on ne peut pas rester comme on est. Il faut une radicalité du changement dans le système économique lui-même, dans cette pensée de la transition écologique. C'est pas une transition à la marge, c'est une transition structurelle, systémique. En même temps, c'est vrai qu'il nous faut quelque chose d'aussi fort dans la manière de conduire le changement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut penser la radicalité démocratique, parce que comme on le voit, ça ne peut pas venir juste d'en haut du gouvernement. Ça ne peut pas être une instruction qui vient d'abord, encore une fois, parce que on la voit pas arriver en particulier.
Et puis, on a besoin d'une radicalité sociale. Parce qu'on a pensé, vous avez pensé, ça fait partie de votre mouvement. Hein. Qu'est-ce que c'est la justice sociale? On y reviendra tout à l'heure dans les questions. Mais c'est probablement pas la façon de penser d'avant, où on a pensé beaucoup redistribution, c'est très important. Sécurité, filet de sécurité, c'est très important. Égalité des opportunités, c'est très important. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, puisque, encore une fois, les inégalités, elles s'accroissent. Petit détail, pendant la crise là, des 3-4 derniers mois, la fortune d'Elon Musk, qui est certainement un patron très respectable, plus 50 milliards. Pourquoi, garçon que je ne connais pas, pourquoi tous les milliardaires américains de la West Coast, ils ont accru de 20, 30, 40% leur fortune pendant la crise et pendant que des pans économiques entiers s'effondraient. Donc je crois qu'on a besoin de la pensée radicale, sans avoir peur du radicalisme, parce que juste le système est au bout. Donc c'est pour ça que je pense que radicalité démocratique, écologique et radicalité sociale, il faut les penser ensemble, et c'est à ça qu'on doit passer les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'encore une fois, on ne peut plus perdre de temps. Merci beaucoup Laurence Tubiana. Aurélien Barraud, pour les 10 prochaines années. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça va sans dire. Je résumerai ça peut-être de la façon suivante. Il va falloir être sérieux, c'est-à-dire révolutionnaire. Je crois que l'action, elle se déroule en 3 moments. D'abord, le temps de la compréhension. La situation actuelle me semble être intellectuellement confortable, parce que nous n'avons même pas besoin de projection. Le bilan suffit. En quelques siècles, nous avons perdu 60% des forêts. En quelques décennies, nous avons perdu 60% des animaux sauvages. Et en quelques années, nous avons perdu 60% des insectes. Bon, c'est fait. On n'a pas besoin de se projeter. C'est un bilan de ce qui vient d'être fait. Du côté de l'humanité, 800 000 personnes meurent chaque année en Europe de la pollution. 47 pays sont en situation de stress hydrique fort ou extrême. L'espérance de vie commence à décroître, y compris dans beaucoup de pays riches. Et nous avons appris il y a quelques années, quelques instants même, après ces incendies hors de contrôle, que la calotte glaciaire du Groenland était vraisemblablement irrémédiablement perdue. On parle de 6e extinction massive. Mes collègues chercheurs écologues parlent d'anéantissement biologique global. J'appellerais ça une zoélyse. Deuxièmement, je pense qu'il faut oser poser les vraies questions. C'est important avant de chercher les réponses. Nous ne sommes pas les dinosaures en proie à un astéroïde qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui se passe est la résultante de nos actions, donc de nos choix prétendus rationnels. En effet, le patron d'une entreprise bien connue, un gestionnaire d'entrepôt, s'est enrichi, comme vous le disiez, je prends un autre exemple, d'environ 10 milliards de dollars en une seule journée pendant la pandémie, alors même qu'il participe de façon massive à la catastrophe sociale et climatique et qu'un enfant meurt accessoirement de faim toutes les 5 secondes. Ici, à Paris, en Île-de-France, nous avons 3 fois plus de logements vacants que de sans domicile. Et en parallèle, nous sommes en train de déployer une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond absolument à aucun besoin fondamental, mais va augmenter considérablement la consommation et la production d'objets numériques polluantes, alors que notre obsession intellectuelle devrait être de lutter contre cela. Donc la question est simple, ceci ne se fait pas par le geste du bon Dieu, ceci se fait parce que nous le voulons. Sommes-nous tout à fait certains de vouloir continuer dans cette voie qui est évidemment suicidaire? Et troisièmement, je pense qu'il faut envisager des décisions à la hauteur ou à la démesure des enjeux auxquels nous faisons face. C'est-à-dire d'abord accepter une bonne fois pour toutes que le solutionnisme technique, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des inventions sympathiques ou agréables ici et là, personne n'en doute. Mais enfin, vous savez très bien que si vous inventez une technique qui baisse de 10% la consommation, elle sera utilisée 20% de plus. C'est un effet rebond qui fait partie du réel, c'est pas de ma faute. Il faut l'intégrer, c'est la vérité. Croire au Père Noël, c'est sympathique à 5 ans, pas quand on est aux commandes d'un pays. Ensuite, il faut bien comprendre que sauver le climat n'est qu'un petit aspect du problème. Est-ce que tout le monde sait dans cette pièce que le réchauffement climatique n'a aucun lien à ce stade avec la 6e extinction massive de la vie ?
les espèces et les individus disparaissent à cause de notre colonialisme de l'espace, à cause de notre façon d'habiter cette Terre. Il va falloir aussi s'attaquer à ça. Bien évidemment, le réchauffement climatique va empirer les choses et aura, eu égard au déplacement massif de population, des conséquences claires en termes de famine, de guerre, etc. Voilà le monde peu enviable que nous sommes en train de décider de léguer à nos enfants. Et pour terminer, je crois qu'il va falloir que nous osions penser un peu au-delà de ces futilités qui nous occupent tous très souvent. Par exemple, la finance. Quand vous êtes créancier d'une dette, 3 mots, je l'annule. 3 mots et elle n'existe plus. Par un acte de langage, vous êtes performatif. Mais si moi, ici, je dis la température décroît de 3 degrés, il ne se passe rien. À dire vrai, du simple fait que je me sois un peu agité en le disant, elle a continué d'augmenter. Quand on parle des choses sérieuses, de biologie, de climat, de médecine, de géologie, etc., le langage n'est plus performatif. Là, il s'agit véritablement des choses importantes auxquelles nous devrions faire face avec un peu plus d'opiniâtreté que ce qui nous occupe usuellement. Dans 20 ans, quand nous regretterons notre inconséquence actuelle, parce qu'il ne fait aucun doute que cela arrivera, on ne pourra pas revenir en arrière pour 2 raisons. La première, c'est que les morts seront morts. Pardonnez-moi cette trivialité, mais on l'oublie parfois. Les vivants qui ne sont plus vivants ne renaîtront pas. Et deuxièmement, parce que, aux échelles de temps humaines, le CO2, effectivement, ne pourra pas diminuer de façon significative. Nous sommes donc, pour la première fois dans la vieille histoire de notre belle planète, la seule espèce qui, en représentant 0,01% des vivants, est à l'origine de 80% des morts. Je crois que toute réflexion annexe à celle-ci relève aujourd'hui un peu du niveau de la farce. On peut les applaudir pour cette première partie. Et je continue avec vous, Aurélien, pour la deuxième question. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir 10 années de gagné pour tout le monde ? Est-ce que, dans votre pensée, de ce que vous proposez, tout le monde peut gagner ? Est-ce que les populations vulnérables peuvent-elles gagner aussi ? Est-ce que, justement, le clivage riche-pauvre ne va-t-il pas se renforcer entre les gagnants et les perdants de ce monde qui vient ? Est-ce que c'est véritablement du win-win ? Oui, ce qui est un peu terrible avec l'arrogance occidentale, entendue au sens large, c'est que même dans une situation de prédation suicidaire, nous ne nous posons aucune des questions fondamentales. Ce n'est pas du tout une reproche que je vous fais à vous personnellement, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette situation, quelle est la seule question importante à mon sens ? C'est qu'appelle-t-on gagner ? Qu'entend-on exactement par gagner ? Peut-être je peux prendre quelques exemples. Vous évoquiez il y a quelques instants Elon Musk. Bon. Elon Musk est un bandit. Hein. Vous savez que c'est celui qui considère que le langage est obsolète, c'est celui qui refuse le confinement pour maximiser son profit, même quand il met en danger la vie de ses salariés. C'est celui qui menace de coup d'État les présidents qui ne suivent pas ses propres projets, celui qui se divertit à mettre en orbite des automobiles. Aujourd'hui, Elon Musk, dans un projet de son entreprise, entend mettre en orbite basse 40 000 satellites pour diminuer, oh miracle, le temps de latence. Quand on voit le coût écologique exorbitant et le coût symbolique monstrueux, la question c'est est-ce qu'on gagne en faisant ça ? Parce que vous vous rendez compte que ce faisant, il désacralise cette chose que je croyais intouchable qu'est le ciel nocturne. Il est en train de maculer et de souiller cette dernière espace commun qui était la beauté du ciel étoilé. C'est la possibilité même d'une astronomie digne de ce nom qui est ici mise à mal par une entreprise commerciale. Est-ce qu'on gagne en faisant ça ? Dans le domaine du transport, par exemple, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est quand va-t-on enfin revenir aux 200 000 vols quotidiens pendant les belles journées d'été qui, reconnaissons-le, servaient en grande partie à permettre aux plus riches de se partager des photographies sur Instagram devant des paysages qu'ils avaient maculés par leur seule présence en les dépeuplant de leurs habitants authentiques. Est-ce qu'on gagne en faisant ça ? Vous avez tous remarqué que vos enfants, et peut-être vous-même, vous savez reconnaître à l'oreille tout de suite les notifications Instagram, Snap, Facebook, Twitter, etc. Mais presque aucun d'entre nous n'est capable de reconnaître les 3 chants d'oiseaux de base qui sont les seuls sons non humains qui subsistent pourtant dans nos villes. Bon, rassurez-vous, on n'aura bientôt plus d'oiseaux de toute façon.
Est-ce qu'on gagne avec cette évolution? Voilà, je crois, les questions fondamentales. Alors soyons maintenant un peu clairs et factuels. Si on entend par gagner le fait de continuer dans cette addiction matérielle, alors il est tout à fait sûr que nous allons perdre, pour deux raisons très claires. La première, c'est que l'énergie va baisser. Ce sont les lois de la physique. Les stocks d'hydrocarbures sont limités. Comme l'explique très bien Jean Covici, la croissance est indexée à l'énergie à disposition. Donc, qu'on le veuille ou non, on va entrer en récession. Ça, c'est factuel. Si cette récession est pensée et désirée, elle peut être effectivement pour le meilleur. Si, comme cela se profile en ce moment par l'inconséquence de nos dirigeants, elle est subie, elle viendra trop tard au niveau écologique et bien trop brutalement au niveau social. De plus, et deuxièmement, quand bien même l'énergie ne diminuerait pas, nous sommes en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Ce n'est pas tout à fait un détail quand même. Donc, ce faisant, nous n'aurons pas d'autre choix que de revoir très profondément notre axiologie, c'est-à-dire nos valeurs et notre manière d'habiter l'espace. Cela dit, et pour conclure, il est tout à fait vrai que les habitants des pays pauvres et un certain nombre d'habitants des pays riches sont en détresse matérielle. Ça, c'est incontestable. Mais il s'agit là, dirais-je, d'un niveau de dénuement où l'enjeu n'est pas de combler un fantasme mortifère, mais de conférer à ceux qui s'y trouvent les possibilités matérielles d'une existence digne. Alors, écoutez, soyons sérieux 10 secondes pour conclure, d'accord? Il va falloir globalement se serrer la ceinture. Certains sont en situation d'obésité et d'autres crèvent de faim. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Devinez. Si on n'ose pas parler sérieusement du partage, on n'a pas commencé à mettre les vraies questions sur la table. Laurence Toubiana, même question. C'est évident qu'il n'y a pas d'économie ou d'emploi dans une planète morte. Elle est morte. En tout cas, du point de vue de l'espèce humaine, c'est un peu le chemin qu'on est en train de prendre. Et ce que je trouve frappant, c'est la rhétorique de ce langage, opposant croissance et écologie, par exemple. Et l'idée, j'y revenais tout à l'heure, et qu'on entend beaucoup chez nos responsables politiques aujourd'hui, une écologie qui serait positive, non punitive, qui pourrait la croissance verte, enfin toutes sortes de mots pour dire qu'il y aurait une forme de changement important qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, pourra peut-être se permettre plus tard, d'opérer. Et c'est très dangereux. Cette formule, ce langage, il est très dangereux. Alors je ne sais pas s'il est performatif de quel point de vue, mais il est performatif du point de vue de la paralysie. Parce que ça, c'est efficace pour faire la paralysie. Parce que quand on oppose les Khmers verts, enfin toutes sortes il y a beaucoup de noms d'oiseaux là qui circulent en ce moment pour ceux qui disent bon, il faudrait quand même faire quelque chose là, à ceux qui disent bon quand même non, encore une fois relance économique d'abord, on verra après, produisons des richesses, on redistribuera. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui a conduit à un extraordinaire conservatisme par rapport auquel, il faut bien reconnaître, hein, l'espèce humaine comme nous, on est innovant dans beaucoup de domaines, mais on est aussi très conservateur dans d'autres. C'est plus facile de continuer comme avant, c'est plus facile de répéter les gestes, les habitudes, les représentations mentales de ce qui nous paraît être bien. Et de ce point de vue, je trouve que ce discours-là, il est très dangereux, il est performatif parce qu'il conduit à faire plus tard, à paralyser. Alors, il y a effectivement beaucoup une réflexion très fondamentale sur la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur des choses? Qu'est-ce qu'on veut? Aurélien disait très bien tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Qui le veut? On ne peut pas parler en général, hein, il faut effectivement se mettre dans chaque contexte que dans les différents pays, dans les différentes communautés, les gens réfléchissent. C'est le moment de réfléchir sur ce qu'on veut. Effectivement, lorsqu'on a engagé à la Convention citoyenne pour le climat la réflexion sur la 5G, qui est venue des citoyens eux-mêmes, hein, en disant mais est-ce qu'on en a besoin de ça? À quoi ça répond comme besoin? Cette question de c'est quoi nos besoins, c'est très fondamental. Et c'est exactement le bon moment, si ce n'est pas trop tard, pour l'avoir. Alors, il n'y a pas de réponse centralisée. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat démocratique très sérieux, très informé,
très organisée. Parce que c'est pas, si on ne veut pas continuer comme avant, c'est-à-dire faire ce qu'on sait, se dire oui, il vaudrait mieux avoir un nouveau téléphone ou avoir une voiture électrique par rapport à la nôtre, celle qui pollue. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que finalement l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à du temps, à moins de temps de travail, est-ce que ça, c'est ça qu'on veut ou est-ce que c'est continuer comme avant? Mais si on ne se pose pas les questions, il y a 20 ans, 30 ans je crois, des films, hein, des documentaires, des films notamment qui se disaient l'an zéro, on repense. Tout le monde a rigolé, on a dit c'est super ce film, mais personne n'a pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, si on écoute vraiment l'avertissement des scientifiques, on sait bien qu'on ne peut pas continuer comme avant. Ou alors on fait comme les dinosaures, mais avec cette fois-ci un masque qu'on se met sur les yeux. Donc je crois que c'est le moment de se dire qu'est-ce que c'est les besoins qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on a appris dans cette crise? Cette crise sanitaire, elle est très profonde. Hein. Elle va aller, on voit juste le début de ça. Non, pas seulement du point de vue de la santé, mais surtout sur le choc économique, social, politique hein, que c'est en train de générer. On le voit aux États-Unis où la crise du Covid, elle crée une crise politique, éventuellement insurrectionnelle du côté de l'extrême droite, qu'on n'avait pas anticipé, qui se prépare certainement depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas anticipé. Donc c'est le moment de se dire très sérieusement, c'est le moment de réfléchir et c'est le moment de savoir ce qu'on veut, quels sont nos besoins et chacun a à définir ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a en commun. Et cette notion de bien en commun, quels sont les communs qu'on veut produire, qu'on veut protéger, qu'on veut développer, ça c'est très important. Et pour l'instant la discussion a un peu lieu, c'est ça qui rend un peu optimiste parce que si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez la question. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question dans beaucoup d'endroits. Le problème c'est que c'est pas la voie dominante. La voie dominante c'est celle du conservatisme de on verra plus tard, il faut continuer, on ne sait pas faire autrement qu'avoir plus de croissance. Je trouve que même quand on discute avec les gens, quand on a fait une étude récemment très qualitative auprès de citoyens de beaucoup de pays européens, malheureusement pas encore au-delà de l'Europe, presque 70% des citoyens interrogés disent on veut un changement radical. On pense que le système doit changer. Mais à peu près le même chiffre, même un peu plus élevé, ce qui est d'ailleurs préoccupant et triste, disent ça ne va pas arriver. Donc les citoyens veulent un changement. Ils pensent qu'effectivement le système est à bout de souffle, économiquement, socialement, politiquement. Mais en même temps, ils disent on n'y croit pas, on n'y croit plus, on ne croit pas que ça va arriver. C'est pour ça que, d'une certaine façon, c'est une mobilisation de chacun qui va permettre ce changement d'arriver, en se demandant qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'ai été très choquée lorsque les Gilets jaunes ont défilé dans Paris, dans toutes les villes de France, sur leur rond-point, quand on a opposé, en disant ces gens-là, vous voyez bien, le peuple français, il est contre la transition écologique. C'était un mensonge incroyable. C'était pas vrai. Les gens disaient juste, votre taxe carbone telle qu'elle est fichue, c'est injuste. Et d'une certaine façon, oui, c'est vrai. Elle était injuste. Pourquoi les gens qui prenaient l'avion ne la payaient pas, cette taxe carbone, par exemple? Donc, je trouve que, de ce point de vue, si on reprend la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, et qu'on regarde effectivement cette question, pas nouvelle, hein, des besoins essentiels, se loger, se nourrir, avoir accès à du temps pour être ensemble, à ce moment-là, on peut dessiner une économie assez différente. Moi, je crois, vous savez, je suis une réformiste, hein, ça fait 30 ans que je me base sur la transition écologique, j'ai essayé de faire les petits pas, les grands pas. Moi, je pense que c'est le moment d'arrêter ça. Et il faut, oui, il faut. Parce que justement, c'est pas que ça marche pas, c'est en train de marcher, hein, dans plein, encore une fois, il y a plein de secteurs des sociétés partout, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, il y a plein d'innovations qui se passent, plein de gens qui se posent les mêmes questions que nous ici à Paris. Mais ça va juste trop lentement. Parce que ça, malheureusement, le bilan, on ne peut pas le changer. Donc, travaillons-nous ici en France, en Europe, parce que là, on peut faire quelque chose. Soyons agressifs dans le sens positif sur la discussion qu'on doit avoir sur nos besoins. Généralisons la discussion citoyenne sur qu'est-ce qu'on cherche. Et poussons les feux politiques, sociaux dans la rue, mais on peut moins défiler aujourd'hui, ça c'est vrai, pour dire voilà ce qu'on veut. Et c'est pas effectivement, moi j'ai été frappée quand même de voir qu'avec ce plan de relance, on dit
Bon, on peut faire des choses sur la transition écologique, mais il faut quand même qu'on fasse la 5G, hein, de toute façon. Ça peut pas se ralentir. C'est fou quand même, non? On va ralentir plein de choses, mais on dit non, ça, on ne peut pas le ralentir. Donc, il faut dire ça suffit. Et je pense que c'est le bon moment. Et dernière question, je recommence avec Laurence Toubiana et on finira par Aurélien Barraud. Aujourd'hui, dans cette salle, vous le voyez, enfin, vous êtes un peu dans la pénombre, mais on vous voit quand même derrière vos masques. Il y a tout type d'entrepreneurs, de toute taille, de tous horizons. Que doivent-ils faire concrètement? Quelles doivent être leurs priorités? Que doivent-ils transformer pour être un acteur d'un monde plus durable qui préserve le capital social, mais également écologique de l'humanité? De manière très concrète, quels sont les conseils que vous pouvez laisser à ces entrepreneurs dans cette salle aujourd'hui? Bien, il y a des choses que vous avez déjà commencé à faire et qu'il faut continuer et je dirais parler plus fort. C'est bien hein, le fait que vous soyez là, que vous soyez jeune, que vous représentiez la génération qui vient. C'est pas exactement ce qu'on voit dans les bords du 440 encore, mais ça va venir. Il faut repenser la radicalité dans chaque entreprise. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça que vous pensez. Mais il faut dire que c'est ça. Et on a parlé hein, depuis longtemps du changement dans la gouvernance des entreprises. Je sais que ça fait partie de vos discussions. Mais la contribution de chacun, la valorisation de la contribution de chacun, ça commence chez vous. C'est très important pour cette histoire de justice sociale. On a applaudi les infirmières et les aides-soignantes. On a applaudi les médecins. Bon, après, maintenant, on pense à autre chose et c'est quand même normal. Encore une fois, est-ce que c'est normal qu'effectivement, Elon Musk, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, ait fait 50 milliards en plus sur sa fortune personnelle en 2 mois? Donc non, il faut repenser la valeur de chacun, la contribution de chacun à l'entreprise comme dans la société. Et il faut massifier cette dynamique. Je crois que c'est le moment du plaidoyer pour vous et de faire entendre votre voix dans le débat public. C'est bien de travailler chez vous, c'est bien de travailler dans notre bulle, mais maintenant il faut crever la bulle et aller dehors et parler et plaidoyer et interpeller très fortement. On ne peut pas laisser faire un plan de relance économique cette semaine ou la semaine prochaine qui ait l'air de maintenir la structure économique telle qu'elle est. C'est pas possible. Encore une fois, parce qu'il n'y aura plus d'argent en 2021, et deuxièmement, parce que c'est criminel de maintenir la structure, c'est criminel de maintenir le secteur automobile tel qu'il est. C'est pas possible. Donc, il faut faire entendre votre voix fort auprès des citoyens, parce que tout le monde va avoir peur de perdre son travail là, dès que les aides du chômage partiel vont s'affaiblir, vont disparaître. Il faut faire entendre votre voix auprès des institutions. Rappelons-nous du courrier du MEDEF, vite escamoté, hein, vous vous souvenez, en mars, c'était début mars, pour dire quand même, bon, là, il y a la crise, on rentre sur les lois environnementales, c'est ça. Voilà, on rentre les conditionnalités environnementales, on les met de côté. La lettre avait fuité, il faut dire, grâce à des patrons qui étaient contre cette lettre. Mais voilà, vous êtes des jeunes patrons, vous travaillez dans des entreprises, c'est le moment de vous faire entendre et de dire ces gens-là ne nous représentent pas. Donc les acteurs économiques ont un poids particulier, c'est en tout cas ce que le gouvernement dit, ils les écoutent. L'essentiel du plan de relance, ça va être quand même des aides aux entreprises et des aides pour baisser les impôts sur la production, donc vous avez quelque chose à dire très fortement. Et c'est vrai qu'on a un enjeu dans les jours qui viennent, pas dans 1 mois, pas dans 6 mois. Vous avez fait des propositions qui me paraissent très cohérentes. Vous avez parlé de conditions sociales et écologiques dans le plan de relance. Il faut qu'on les voie. Pour l'instant, bon, on verra, mais ça n'a pas l'air clair. Est-ce qu'on a la fin des subventions aux énergies fossiles dans le plan de relance? J'ai pas l'impression. C'est pas mal de le rappeler. J'ai pas vu que il y a un discours tellement de décalage, la dissonance cognitive, comme on dit dans notre jargon de prof. La dissonance cognitive entre ce que les responsables politiques disent qu'ils écoutent des scientifiques et ce qu'ils font, et quand même, le fossé est abyssal. Abyssal. Donc, il faut vous faire entendre. L'aide, elle va quand même aux très grandes entreprises, majoritairement. Parce que ça, c'est le conservatisme de, bon, au fond, on fait comme avant. C'est un peu la Chine qui finance les entreprises d'État parce que c'est comme avant. Mais il faut que ce soit les entreprises qui innovent, comme vous, les petites entreprises, celles qui se posent vraiment des questions aussi de démocratie dans la gestion de leur activité, qui soient aidées.
Donc, criez très fort cette semaine et dans les semaines qui viennent, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'autres opportunités dans les mois qui viennent. Je ne suis pas du genre à dire c'est le moment de bascule. Hein. Je ne suis pas du genre à dire make or break, jamais. Normalement, je dis jamais. Mais franchement, en ce moment, je le pense. Si au plan national français, au plan européen, et évidemment tout ce qu'on pourra faire au plan international, et j'espère que les élections américaines iront dans le sens qu'on souhaite tous, ça sera un moment make or break. Et j'aimerais pas avoir à changer de boulot dans quelques mois pour me dire, bon, allez, là c'est cuit, je cultive mes carottes, qui seront, j'espère, encore mangeables. Merci beaucoup, Laurence Toubana. Et on va terminer avec Aurélien Barraud. Merci. Je suis évidemment d'accord avec vous. Je vais être très bref. Vous voulez la réponse vraie ou la réponse audible ? La réponse audible, bien sûr, c'est développer le commerce équitable, faire des audits carbone, recourir à la finance verte, maximiser le bio, etc. Et ça ne vaut pas rien. C'est mieux que rien. Et c'est déjà vraiment pas mal de le faire. Et si c'est votre cas, je vous en félicite sincèrement et sans cynisme. Mais on n'arrête pas un missile atomique avec un matelas en mousse. Voilà. Il y a un problème systémique, il faut une solution systémique et il faut parler quelques instants de physique. Je suis physicien et je vous promets que la loi la plus fondamentale, c'est la conservation de l'énergie. Si vous voulez briller en société, vous pourrez expliquer que ça provient de l'invariance temporelle de la densité lagrangienne. C'est le théorème de Noether, c'est imparable. Et ce que nous montre la conservation de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas diminuer l'impact, impact étant le mot pudique pour signifier l'anéantissement biologique global, sur l'environnement tout en augmentant la production. Il y a une seule orientation possible, c'est de la science de collège, c'est de baisser la production. Si vous êtes un chef d'entreprise, si vous voulez avoir un impact positif sur cette planète au cours de votre vie, il faut que l'entreprise vende et produise moins à votre sortie qu'à votre entrée. Si vous êtes un ministre de l'économie et que vous voulez avoir un impact positif sur cette planète au cours de votre vie, il faut que le PIB de votre pays ait baissé entre votre arrivée et votre sortie. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais ce n'est pas de ma faute si les écoles de commerce ne comprennent rien à la science physique de base. C'est simplement la vérité. Et ce n'est triste à entendre que si on est totalement accro à la croissance et si on ne comprend pas qu'en réalité, se départir de quelques addictions superficielles pour sauver la diversité de la vie pourrait être en réalité une très belle chose. En conclusion, je crois qu'il est temps de voir que tout n'est pas compatible avec tout. C'est comme ça. C'est pas idéologique, c'est le monde dans lequel on vit. Le pillage des pays du Sud n'est pas compatible avec une vie décente pour leurs habitants. L'alimentation carnée telle que nous la pratiquons n'est pas compatible avec l'amour des animaux. La croissance telle qu'elle a lieu et l'augmentation de la production n'est pas compatible avec le futur. Que ça nous plaise ou non, c'est vrai. Merci beaucoup, Laurence Toubana, Aurélien Barraud. C'était riche, intéressant, profond. J'espère que ça vous a inspiré, tout comme ça m'a inspiré. Je vous souhaite un très bel après-midi et pour ma part, je vous retrouve demain à midi avec Spark News. Merci et très bel après-midi à tous.